c'est parti. J'espère que vous êtes tous confortablement installés pour suivre ce nouveau webinaire généreusement offert par Christophe Collignon, qui est entre autres intervenant GERM, mais il vous en dira plus dans quelques instants. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà reçu d'ailleurs dans leur groupe GERM ou Émergence. Pour les autres, j'espère que cette heure que nous allons passer ensemble vous donnera envie d'en apprendre davantage sur la délégation et qui sait peut-être d'accueillir Christophe dans votre groupe GERM ou Émergence en 2021, 2022 ou à venir. Et puis moi, je serai aux côtés de Christophe tout au long du webinaire pour gérer plutôt les aspects techniques et aussi lui relayer vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat en cliquant en bas de votre écran sur le module Converser, la petite bulle. Et puis, je couperai Christophe pour qu'il puisse répondre à vos questions, si c'est toujours OK pour toi, Christophe. C'est toujours OK, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez, donc, puisque le propos il est fait pour vous. Donc, voilà. Ok, super. Et puis, si jamais on dépassait le temps imparti et qu'il restait une multitude de questions, eh bien, Christophe s'est proposé d'y répondre via un compte-rendu qui vous sera envoyé suite à la séquence. Voilà, Christophe, je te laisse la main. Oui, merci beaucoup Virginie. Donc, merci à tous d'être là ce soir. C'est sympa de vous voir aussi nombreux sur le sujet. Donc là, je voulais vous parler de délégation et surtout de mieux déléguer pour atteindre une performance globale. En fait, il s'avère que la délégation est souvent un problème dans les organisations. Et puis l'autonomie des collaborateurs qui fonctionne mal, c'est souvent lié à une délégation qui a été mal définie. Et elle peut vous donner le sentiment désagréable de tout devoir gérer dans votre équipe, d'être sollicité en permanence et de ne pas pouvoir travailler sereinement. En fait, le problème, c'est que c'est souvent vous qui êtes la source de ces dysfonctionnements. Donc, on verra à la fois le constat, donc qu'est-ce qui se passe actuellement, puis comment est-ce qu'on peut mieux cadrer ceci de façon à pouvoir avoir une délégation qui soit beaucoup plus agréable à la fois pour vous et pour vos équipes. Voilà, on va parler de raison d'être, on va parler d'organisation, de vision, de valeur, de domaines réservés, voilà, qui vont favoriser une bonne délégation et une autonomie qui permettront d'atteindre une performance globale. Alors, pour vous parler de ça, j'ai une expérience un peu particulière, puisqu'effectivement, j'ai eu la chance, donc je suis animateur pour GERM, et puis j'ai fait d'autres choses avant dans ma vie. J'ai notamment été pendant 18 ans le patron d'une filiale d'un groupe mutualiste qui s'appelle IMA Technologies, qui est à Nantes. Enfin, maintenant, ils sont installés à la Chantrerie. Et donc, on a fait une transformation managériale en entreprise libérée. Et ça a été un bouleversement extraordinaire qui m'a permis de comprendre beaucoup mieux comment fonctionnaient les personnes et comment fonctionnaient nos rapports et pourquoi est-ce qu'on se faisait autant de mal avant et pourquoi ça marchait aussi mal avant. Voilà. Et puis comment ça pouvait être bien meilleur après. En termes de performance globale, ça on l'a vu parce qu'en fait, on est arrivé à gagner 8 points de BE donc, en 3 ans. Et puis, on avait des performances sociales aussi tout à fait étonnantes. Donc, en fait, avec 100% d'avis favorables en CE pendant 5 ans, enfin, avec des trucs super sympas. Et donc, ça m'a amené à accompagner maintenant des sociétés qui veulent faire une transformation. Et donc, je ne travaille plus que là-dessus depuis 3 ans sur mais pourquoi, bon sang, on arrive à mieux travailler ensemble, comment est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui sont les sous-jacents qui sont derrière. Et donc, c'est de ça dont on va pouvoir parler dans cette heure. Voilà. Et puis là-dessus, c'est tout. Toc. On va commencer par un sondage. Et donc là, c'est Virginie qui va m'aider parce que je ne sais pas faire les sondages sur son truc. J'en ai déjà eu et puis je suis au moins co-responsable de ces problèmes. Deuxième réponse, c'est oui, mais c'est plutôt la cause de mes collaborateurs. Et puis 3, non, j'ai eu aucun problème. En fait, je m'ennuyais ce soir. C'est pour ça que je suis avec vous dans ce webinaire. Bon, ça va, c'est honnête. Moi, c'est marrant parce que dans les notes qu'on a, on note que c'est plutôt 95% des problèmes de délégation sont dus au management. Donc là, apparemment, vous êtes exactement dans cette abac. En fait, on est totalement responsable en fait, de ce qui vient de se passer.
Il peut s'avérer que de temps en temps, j'ai un collaborateur malveillant, mais à ce moment-là, ce n'est pas un problème de délégation, c'est un problème de discipline. Et donc, ce n'est pas, c'est pas la délégation qui nous intéressera là. Ça peut arriver, mais ce n'est pas, c'est pas ce qu'on va étudier. Ce que je vous propose maintenant de voir, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est responsable de ça. Sur cette slide, on voit l'opposition entre la délégation qui est donnée par un responsable hiérarchique, N, qui est en haut là, et puis, donc qui va définir des missions et, des droits de décision qu'il souhaite faire porter au N-1. Donc plus la flèche bleue va être grande, plus le N garde du territoire et n'en donne pas à son subalterne. Donc plus la flèche bleue va être grande, moins il délègue en fait. Et puis de l'autre côté, il y a quelque chose qui va s'opposer en fait à cette délégation, parce qu'en fait, elle est toujours vue souvent que d'un côté, du côté du responsable, c'est la subsidiarité. La subsidiarité, c'est la capacité de pouvoir faire ce que j'aime, ce que je pense devoir faire dans un domaine que je pense être mon domaine de compétence. Et donc, si on prend une définition assez simple, hein, c'est celui qui fait, qui sait, et si je me sens en capacité de faire, j'ai envie. Et moi, en fait, je suis votre équipier, et en fait, moi, j'ai envie de prendre tout un tas de territoires. Et donc, ça va être ma zone de subsidiarité. J'aimerais bien remonter assez haut, en fait, dans votre territoire. Et donc, ça va être tout ce que j'ai envie de faire, moi. Et donc, en fait, l'intérêt d'une bonne définition d'une délégation, ça va être de bien accorder tout ça. Alors, si on regarde ça sur la slide suivante, en fait, on va voir 4 points. Et on va voir la première image. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, en fait. Ah, donc il faut que j'arrête de la bouger dans tous les sens. Oui, on la voit bien. Oh, mince, alors, faut que j'arrête de faire des bêtises avec. Donc, en fait, ici, dans la figure 1, on a une délégation, une subsidiarité réussie, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce que N veut déléguer, ce que N-1 veut prendre. On s'est mis d'accord, on en a discuté, on a même négocié peut-être, et on s'est mis d'accord et on est bien clair sur les territoires. Figure 2, il y a un accord, mais j'ai trop peu de délégations. Et donc, en fait, le territoire que j'ai pris, moi, en tant que équipier chez vous, mais il est trop petit. Du coup, je me sens un petit peu coincé. J'ai peut-être pas négocié assez, ou en tout cas, j'ai voulu en prendre trop peu. Et puis vous, du coup, vous vous retrouvez à faire énormément de boulot. Figure 3, en fait, c'est la plus fréquente, c'est la plus amusante. On a une zone de recouvrement flou. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce que j'ai envie de faire, je vais jusqu'à un certain point. Il y a ce que vous m'autorisez à faire, qui est plus bas. Et tout ce qui se passe au milieu, en fait, ça vous agace et ça m'agace. Parce que vous avez l'impression que je vous marche sur les pieds, que je vous prends du boulot. Et puis moi, j'ai l'impression que je ne peux pas faire. Donc en fait, on ne s'entend pas sur ce qui doit être délégué. Donc on a une zone où on est tous les deux sur le même territoire. Et puis la 4, qui est assez marrante aussi, parce qu'elle est courante, il y a un trou dans la raquette. C'est-à-dire qu'en fait, vous souhaitez déléguer beaucoup. Moi, je ne souhaite pas prendre beaucoup parce que j'ai vu que finalement, c'était pratique de rester à un niveau assez faible. Non, puis j'ai pas tellement confiance en vous, pour tout vous dire. Franchement, là, puis on n'en a pas discuté en plus. Et donc, vous avez l'impression que vous avez délégué beaucoup. Moi, j'ai l'impression que j'ai pris tout ce que j'avais à prendre. En fait, il y a un énorme trou dans la raquette. Et là aussi, vous êtes obligé de plonger dans la fosse parce qu'en fait, il y a plein de boulot qui n'est pas fait. Vous avez l'impression que vous avez taillé un costume pour moi qui est trop grand et que je ne sais pas le prendre. Et donc, en fait, on se retrouve toujours dans des zones qui sont très désagréables. Alors là, justement, pour voir un peu ce que vous avez pu vivre, vous, est-ce que, pour ceux qui ont eu des difficultés de délégation, dans quel cas de figure vous êtes-vous retrouvés? Et donc, est-ce que c'était un niveau de délégation explicite entre nous, mais le plancher était trop bas? J'ai pas assez délégué. Ou est-ce que la zone de recouvrement était floue? Donc, en fait, votre collaborateur en fait trop par rapport à ce que vous lui donnez, puis vous en faites trop par rapport à ce qu'il voulait prendre. Donc, en fait, vous marchez les uns les autres sur les pieds. Et puis, sinon, il y a un trou dans la raquette. Qu'est-ce que vous avez vécu majoritairement? Il y a un peu de tout. Donc,
On a effectivement 42%, donc on se marche sur les pieds. Donc on a des collègues qui veulent en prendre plus que ce qu'on leur a donné. Et nous, on fait des trucs en double, quoi, où on est sur les mêmes zones. Et puis des fois, plancher trop bas, j'ai pas assez délégué, donc je me retrouve avec trop de boulot à faire. Ok, alors, ça, c'est le premier problème qu'on va aborder. Malheureusement, ce n'est pas le seul. Imaginons qu'on ait à peu près défini une zone dans laquelle on était à peu près correct, donc on n'ait pas eu ces problèmes de recouvrement, ces problèmes de... En fait, même si on a une zone qui est à peu près correcte, en fait, on a deux syndromes de super-héros. Donc, en fait, on fait des délégations généralement élastiques. Ça aussi, ça va vous parler, vous allez voir. Il y a le syndrome du sauveur et le syndrome du super sachant. Alors, le syndrome du sauveur, c'est en fait, on est sauveur malgré nous. On a toujours envie, comme on est responsable d'une équipe, on se sent obligé de sauter à l'eau dès qu'il y en a un qui est en train de se noyer. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de la piscine. C'est une équipe, votre équipe, qui est en train de nager, puis vous êtes à l'extérieur du bassin, puis vous les regardez faire un 50 mètres. Et puis, vous espérez qu'ils vont bien faire le 50 mètres parce qu'il y a quand même des points à gagner de productivité. Et donc, ils sont en train de nager, puis il y en a un qui patauge, qui a du mal et qui commence à paniquer vers les 45 mètres et qui n'est pas bien. Vous sentez qu'il ne va peut-être pas y arriver. Il y a un risque qu'il ne touche pas les 50 mètres de ce bassin. Donc là, en bon manager que vous êtes, très responsable et tout, vous sautez à l'eau et puis vous allez l'aider à faire les 5 derniers mètres. Et là, vous êtes très content de vous. Les autres vous applaudissent parce que vous avez fait un beau geste. Hein, puis vous partez sur le côté du bassin. Vous êtes quand même assez content parce que c'est chouette d'être sauveur. Puis ils refont l'exercice. Et puis là, en fait, à 35 mètres, il y en a un qui panique, qui patauge. Et donc, vous avez pris votre côté Saint-Bernard, vous sautez à l'eau, vous allez l'aider, vous l'amenez au bout du bassin. Et voilà, donc on vous applaudit encore. Et puis, vous continuez ça, et donc, en fait, vous le faites encore l'exercice. Et il s'avère que le coup d'après, bien, en fait, il y en a deux qui paniquent. Il y en a un qui panique vers les 25 mètres, puis un autre qui panique vers les 40 mètres. Voilà, qui panique ou qui a du mal ou qui fatigue. Et donc, vous allez les sauver. Et puis, tant et si bien qu'à la fin, ben, ils finissent par merdouiller au bout de 5 mètres. Donc là, vous vous dites, bon, attendez les gars, je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Hein. Donc, vous allez dans le bassin, vous nagez, vous les mettez sur le côté. Puis, ils sont tous là sur les bancs en train de vous regarder. On disait, bah, il nage bien le chef. Hein. Qu'est-ce qu'il nage bien? Ah, il nage bien. Et vous êtes en train de vous épuiser, c'est sympa. Et puis qu'est-ce qu'ils font sur les bancs? Bah, ils s'endorment. Parce que là, vous les avez complètement éteints. Donc ça, c'est le premier syndrome qu'on a, qui est assez fréquent. Donc en fait, on leur bouffe le territoire, finalement, en venant les sauver, sans qu'ils aient vraiment demandé. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de la ligne d'à côté qui aurait pu aider son camarade, quoi. Et le deuxième syndrome, alors il est encore pire, c'est le super sachant. C'est ce qu'on nous a appris à l'école, hein, il faut répondre tout de suite. C'est chef, Maïwen, j'ai un problème. J'ai un problème parce qu'en fait, j'arrive pas à faire ça, etc. Alors, bon, en fait, le problème, c'est ça. Alors, et là, Maïwen, au lieu de me dire qu'est-ce que tu ferais, se saute sur la solution en disant, bah, c'est pas compliqué, tu as à faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Hop, ça y est. Ramassé. En réalité, quand je viens avec un problème précis voir mon manager, c'est que j'ai la réponse. Parce que si j'avais pas réussi à exprimer le problème, enfin, si j'arrive pas à exprimer le problème, là, j'ai pas la réponse. Mais quand j'arrive à l'exprimer, c'est que j'ai probablement une réponse. Et une des postures du manager, ça va être de dire, bah, OK, je vais te répondre. Bien sûr, je vais pas te laisser dans le pétrin. Mais avant de te répondre, toi, tu ferais comment? Et de ne pas lâcher, de les laisser trouver. Et puis même si la solution n'est pas géniale, d'arriver à les laisser expérimenter des choses parce qu'il n'y a qu'en expérimentant qu'on apprend, en le ressentant. Et ce n'est pas parce que vous allez donner une solution que ça va être, d'abord, ça ne va pas forcément être la bonne parce que de son point de vue, ce n'est pas forcément la bonne. Et puis d'autre part, après, il ne fera aucun effort pour essayer de trouver une solution puisque de toute façon, vous les avez toutes et vous les donnez toutes. Et en plus, si ça ne passe pas par vous, il a compris que de toute façon, il fallait que ça passe par vous. Donc ça, c'est une autre façon ensuite de lui bouffer le territoire. C'est-à-dire on va définir des trucs, puis au fur et à mesure, gentiment, tous les jours, on va lui bouffer son territoire. Alors c'est intéressant le deuxième point, là, le petit super-héros vert, c'est le syndrome des singes. En fait,
À partir du moment où vous commencez à répondre à la place de quelqu'un sans lui laisser l'opportunité de pouvoir répondre, ben, en fait, son problème, ça devient votre problème. Et à la fin de la journée, vous avez le problème de tout le monde. Dès que vous avez répondu trop vite, vous allez répondre à tout le monde. La posture eût été intéressante de dire, OK, c'est quoi le problème? C'est quoi ton objectif? Quelle est ta demande vis-à-vis de moi? En quoi, et avant que je te réponde, qu'est-ce que tu ferais, toi? Éventuellement en balisant quelques écueils, en les aidant. Voilà, donc en fait, on se retrouve dans une situation où on a une tendance, très gentille hein, d'ailleurs, à sauter sur toutes les réponses. Donc en fait, je m'épuise à faire ça. Il m'agace. Ben ça, qu'est-ce qui m'agace? Et puis, il se démotive. Ils se démotivent tous parce qu'en fait, je leur ai bouffé de l'air. Et donc, ce qui va d'autant plus m'épuiser, forcément, puisqu'ils sont démotivés, ils ne sont plus engagés. Ça va jusque-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, moi, voilà, ça me ferait un Pour plaisir l'instant, ça de doit être prendre. très clair puisque je n'ai pas de questions à te relayer, Christophe. Ah, super, je passe au côté moins clair. Je vous ai parlé d'engagement, je vous ai parlé de démotivation et de motivation. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est de revenir un peu aux fondamentaux qui créent les entreprises collaboratives, ce sur quoi je travaille le plus, et c'est l'histoire de la théorie de l'autodétermination. Et en fait, chaque homme et femme au travail a des besoins fondamentaux, des besoins psychologiques fondamentaux qui sont résumés par Deci et Ryan, qui sont des successeurs des études qui ont été faites par Abraham Maslow. Et c'est des publications qui sont sorties en 96, 2000, c'est assez récent. Et donc, ils disent, avec une étude très sérieuse qui a été faite dans un très grand nombre de pays et sur plus de 20 000 personnes, donc c'est des études universitaires validées, vérifiées, ils disent en fait, on a trois besoins fondamentaux. On a un besoin d'autonomie, on a un besoin de développer ses compétences et on a besoin d'affiliation. Alors, je vais apprendre gentiment les unes après les autres. Besoin d'autonomie, c'est que dans mon domaine de compétences, j'ai le désir d'organiser moi-même mes expériences et d'avoir une activité en concordance avec mes propres valeurs et avec mes propres capacités à faire. Enfin, en tout cas, ce que je pense pouvoir faire. Et je déteste en tant qu'adulte qu'on me mette un champ trop petit. Besoin de compétences. Donc, j'ai besoin d'interagir efficacement avec mon environnement social pour atteindre les performances souhaitées. Donc, j'ai besoin d'apprendre ce que je dois apprendre quand j'en ai besoin et j'ai besoin d'aller chercher les outils nécessaires quand j'en ai besoin, tout seul. Parce qu'encore une fois, je suis adulte, responsable et j'assume. Et puis, besoin d'affiliation, j'ai besoin d'aimer et d'être aimé, donc d'être en relation avec les autres, me sentir appartenir à un groupe, d'être l'objet de la sollicitude de leur part, et j'ai besoin d'être reconnu pour ce que je fais, donc pour ma capacité à faire. Alors, si on m'empêche de faire, en fait, c'est génial. Mon besoin d'autonomie, il est frustré. Besoin de développer mes compétences, il ne va pas être servi non plus. Et puis, besoin d'être apprécié, il ne va pas être servi non plus. Et si on frustre ces trois besoins, en fait, on crée alors, si on les frustre énormément, on a de la motivation avec du burn-out, de la dispersion, on va trouver des comportements antisociaux, enfin, des choses assez graves. Simplement, si on les frustre un peu, on va créer une démotivation. C'est-à-dire qu'éventuellement, je pourrais être satisfait si vous me donnez un peu d'argent pour faire des trucs. Éventuellement, je vais recréer une petite zone de pouvoir dans mon coin. Je vais créer une petite baronnie. Alors, soit avec une autre petite équipe, soit avec le syndicat. Enfin, je vais essayer d'exister, quoi. De façon assez négative, en réalité, je vais essayer de prendre du pouvoir ailleurs, là où vous ne m'en avez pas donné. En revanche, si ces trois éléments sont satisfaits, eh bien, je vais m'auto-motiver, c'est-à-dire que je vais trouver du sens, donc une cohérence avec mes croyances, et je vais trouver du plaisir à ce que je fais. Et donc, non seulement je vais être motivé, mais je vais être très engagé. Et je vais créer de la surperformance, je vais créer de l'adaptabilité, je vais créer tout un tas de super bons éléments qui vont permettre d'être extrêmement agréable en fait à l'ensemble de mon écosystème. Voilà, donc c'est ces trois points qui génèrent l'automotivation. Et donc, on voit bien que ce n'est pas très compliqué à frustrer si on a une délégation qui n'est pas claire.
Comment est-ce qu'on va améliorer notre délégation? Deuxième partie de cet exposé du soir. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous mettre en sous-groupe pour essayer de voir quelles sont les situations dans lesquelles vos délégations ont été réussies. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation qu'on a vue précédemment? Et puis, quels étaient, selon vous, les bons ingrédients? Et on se retrouve avec ces éléments. Ok, donc on arrive sur la dernière partie. Alors, j'étais dans une salle particulièrement douée parce qu'en fait, ils ont trouvé tout ce que j'allais dire après. Mais ça m'arrange bien quand même, parce qu'en finalement, il semble que vous ayez beaucoup de solutions. Donc, ça marque deux choses. C'est que, un, vous êtes assez doué, et deux, vous êtes assidu chez Germe, parce que vous avez appris plein de trucs. Alors, quels sont les éléments pour moi si on veut vraiment améliorer le système, en fait, et on en a parlé avec notre groupe. Il faut d'abord que le cadre général de la délégation soit extrêmement clair. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est rarement le cas malheureusement, il faut que le cadre de jeu, et ce jeu c'est l'entreprise, soit parfaitement clair. Imaginez que vous soyez sur un terrain de foot avec des joueurs. Alors, des fois, vous avez 11 joueurs dans votre équipe, mais des fois, vous avez des entreprises qui sont plus grosses que ça, donc qui ont plus que 11 joueurs, et que les marques du terrain ne soient pas délimitées, les règles ne soient pas délimitées, et qu'il n'y ait pas vraiment d'arbitre. Et vous vous étonnez après que les gens ne jouent pas très bien. Ben, ce n'est pas étonnant, c'est tout simplement qu'on ne leur a pas dit à quoi on jouait. Et la première des choses, c'est vous l'avez en haut de la slide, là, c'est la raison d'être. Voilà. Et donc, en fait, en haut, vous avez la raison d'être. Une entreprise qui n'a pas de raison d'être, qui ne sait pas ce à quoi elle sert dans la société, ne peut pas servir la société. Et surtout, les gens qui sont dedans ne savent pas comment orienter leurs actions. Uniquement faire plaisir à son N+1 ou suivre une instruction, ça suffit évidemment pas pour faire le job. Donc, c'est fondamental que ça soit extrêmement clair. Et puis, j'ai mis sur le côté là, les choses que j'aime bien, les valeurs limites de comportement. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord ensemble sur ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire en termes de comportement? Est-ce qu'on peut mentir? Est-ce qu'on peut tricher? Est-ce qu'on peut voler? Est-ce qu'on peut tout simplement humilier? Est-ce qu'on peut ne pas respecter les autres? Enfin, mettons-nous d'accord sur ce qu'on a le droit de faire. Et après, on pourra on pourra faire société. S'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas un horizon commun, on ne peut pas faire société. Donc, ce n'est pas étonnant que ça ne fonctionne pas. Et donc, pourquoi est-ce que je vous marque ce cadre-là qui est très, très solide avec en dessous notre culture, notre éthique, notre histoire, nos valeurs ressources, et peut-être en même temps, un truc qu'on peut définir, c'est la ligne des interdits. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Est-ce qu'on a le droit de faire quelque chose qui n'est pas rentable? Est-ce que dans la ligne des interdits, il y aura probablement la loi, les réglementations, les trucs qu'on s'est imposés, peut-être nos contrats clients, enfin, des trucs importants. Plus une entreprise est une entreprise collaborative, donc chacun peut exprimer sa liberté, plus le cadre dans lequel elle s'inscrit est un cadre qui est clair, défini et solide. D'ailleurs, un des jobs du manager, c'est d'être gardien du cadre, donc de faire que le jeu puisse se jouer, donc de jouer le rôle d'arbitre, de siffler les hors-jeux et éventuellement de faire des exclusions. Donc ça doit être tout à fait clair. Donc vous pouvez regarder, demandez-vous si tous vos collaborateurs sachent la raison pourquoi la boîte existe, qu'est-ce que l'organisation va devenir pour accomplir sa mission, quel plan on a adopté pour le faire, quelles sont nos valeurs limites. Voilà, tout un tas de choses qui fait que le cadre est solide. Et une fois qu'on a ce cadre solide, et donc on a un espace de liberté. On a un espace de liberté, vous voyez, au milieu qui est grand, mais il va falloir le découper. Parce qu'en fait, tout le monde ne fait pas tout. Et donc, je vous amène une deuxième image, si ça marche. Ça ne marche pas là. Hop, là, ça marche. Tac. Et donc, il va falloir préciser le rôle de chacun. Alors, dans mon exemple, sur mon dessin, le rôle du DG est beaucoup trop gros, évidemment, parce qu'il a complètement écrasé le rôle tout en bas du N-4. C'est un peu exprès, disant plus vous. Et donc, il va falloir qu'on définisse le rôle de chacun. Le rôle, je l'ai mis sur le côté. Ceux qui font de l'holacratie, et petit coucou aux équipes de Germe, comprennent très bien à quoi on joue. C'est-à-dire qu'en fait, mais ça marche très bien si vous ne faites pas d'holacratie. Ce système fonctionne. Hein. Donc, un rôle, c'est quoi? C'est ma raison d'être dans la boîte. Donc, pourquoi mon rôle existe? En quoi je sers la raison d'être de cette entreprise? Et c'est quoi ma raison d'être à moi ou la raison d'être de l'ensemble du groupe que je représente, des commerciaux, par exemple. Et donc, en quoi je sers la raison de mon organisation?
Deuxième chose, c'est la redevabilité. Donc, qu'est-ce que je dois produire pour les autres de manière récurrente voilà, pour que l'entreprise réalise sa raison d'être. Et puis, mes domaines réservés, c'est quels sont les domaines dans lesquels je suis le seul à pouvoir décider. En fait, c'est les domaines réservés du chef, si on veut. Et donc, c'est très intéressant, si vous voulez que les choses soient claires, en fait, de démarrer par la tête et de dire au patron de la boîte, eh ben, écoute, qu'est-ce que tu veux, sur quoi tu veux absolument décider? C'est quoi tes domaines réservés? Éventuellement, on va négocier pour trouver notre point d'équilibre. Moi, si je suis N-1 par rapport à mon DG, ben, je vais dire, OK, toi, tu veux faire ça, mais moi, j'aimerais bien le prendre. On va discuter gentiment. On se met d'accord. Et une fois que c'est un domaine réservé à lui, c'est bien. Mais tout ce qui n'est pas domaine réservé à lui est donc plus du tout à lui. Et donc, il est totalement dévolu aux autres. Et donc, c'est comme ça, en descendant tranche par tranche, qu'on arrive à laisser des places claires pour chacun. Bon, le but du jeu, bien sûr, là, vous voyez bien sur le dessin, c'est de minimiser la taille de la place laissée au DG pour que le N-4 puisse prendre le plus d'air. Chacun a besoin d'un espace de liberté important. Donc, s'il y en a un qui bouffe l'espace de l'autre, forcément, il y en a qui vont se démotiver dans une situation désagréable. Et donc, c'est difficile de ne pas partir du haut. Parce que si la zone de délégation entre vous et votre DG ou votre président n'est pas claire, bah, ça ne va pas être facile que vous puissiez faire la même chose avec vos équipes. Et ce que je vous engage à faire, c'est de le faire en égo, en disant qu'est-ce que tu veux garder, chef? Qu'est-ce que moi j'ai envie de prendre dans ton territoire? On en cause, on essaye de se mettre d'accord. Et après, une fois que ça c'est clair, moi je peux faire ça avec mes équipes. Ensuite, mes équipes peuvent faire ça avec les autres équipes. Et donc, en fait, ça nous permet d'être le plus clair possible dans nos systèmes de délégation. Et donc, si vous allez vers, on va prendre le truc, si vous avez un cadre qui est très explicite, y compris avec les valeurs sur ce qu'on a le droit et pas le droit de faire ensemble, et si vous avez un système comme ça, eh bien, vous allez grandement améliorer votre système en termes de délégation. Voilà, je vais arrêter là pour la partie exposée et je vous propose, pour ceux qui le souhaitent, de continuer le débat avec quelques questions. Alors, j'ai une question de Lauriane qui demande s'il y a besoin de formaliser ces différents niveaux de délégation. Bah, oui, il y a besoin de formaliser un moment parce qu'il faut savoir, d'abord, c'est plus pratique parce qu'en fait, on s'en souvient. Dans le cadre d'une organisation par cercle ou d'une organisation par rôle, en fait, il y a même les logiciels pour arriver à le formaliser parce que c'est un grand tableau pour arriver à savoir qui est où. Oui, oui, bien sûr, il faut le formaliser. Mais c'est un truc à formaliser, pas tout seul. C'est un truc, forcément, il y a une confrontation, il y a une négociation pour arriver à créer quelque chose. Et puis, normalement, ça vient dans un espèce de mapping en disant, bon, bah, qui fait quoi dans cette structure, quoi. Ok. Merci Christophe. Alors, une deuxième question. As-tu des exemples concrets d'entreprises qui ont bien dû mettre en place la délégation et répartir les rôles? Alors oui, heureusement, il y en a beaucoup. Après, ça dépend de. En fait, ça bouge, ça bouge vite. Donc, je vous engage déjà à demander à Germe comment est-ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, c'est en plein dans la transformation à l'intérieur de Germe, dans un système holacratie. Mais il y a énormément de boîtes qui vont dans cette direction-là parce que c'est en fait un des principes fondamentaux des entreprises collaboratives ou entreprises libérées. Et donc, on en trouve dans toutes les régions de France. Il y en a, je vous en mettrai toute une liste là, de références dans mon doc. Pour autant, de temps en temps, vous serez surpris parce que, par exemple, si je vous mets Orange ou Thales, vous direz, bah oui, mais il y a il y a un site de Thales qui est très avancé, peut-être pas les autres. Puis chez Orange, ils ont fait une sacrée expérience, mais elle ne tient plus. Chez Airbus, ils avaient fait un truc extraordinaire à un moment, mais ça n'existe plus, etc. Donc en fait, ça bouge. Il y a beaucoup d'expériences qui se font plus dans des petites structures que des grosses. Bon, là, je ne les vois pas parce que le mapping est compliqué à faire. Elles sont plus dures à remarquer. Alors, une troisième question. Est-ce qu'il faut travailler en équipe pour les limites de comportement? Est-ce qu'il faut travailler en équipe pour les limites de comportement? Oui, absolument.
d'autant qu'il n'y a que vos équipes qui peuvent dire où en est la boîte. Une des façons de faire, c'est de réunir l'ensemble des collaborateurs qui le souhaitent et de leur dire c'est quoi les gros ennuis, enfin les situations terriblement désagréables que vous avez pu vivre dans votre vie ou que vous connaissez et qui, si ça se reproduisait, ça vous amènerait à quitter notre entreprise. Et donc, dans ce cas-là, quelle est la valeur qui a été bafouée? Et donc, en fait, on travaille par inverse et on va chercher, on va creuser pour aller chercher vraiment les valeurs qui comptent. Et ce qui compte, c'est ce qui est vécu par les gens. Donc, c'est totalement émotionnel. Et s'ils arrivent à faire émerger les trucs et puis qu'on concatène sur 3-4 trucs, parce qu'il faut, c'est mnémotechnique en fait, il faut se souvenir qu'il y a des valeurs, c'est surtout ça. Euh, eh bien, si ça vient d'eux, ça vaut le coup. Si ça vient pas d'eux, ça n'a aucun sens. De toute façon, la boîte, elle est déjà comme ça. Alors, on ne fait que. Le problème ensuite, c'est qu'une fois qu'elles sont sorties, ces valeurs de comportement, il faut qu'elles soient d'abord jouées par la direction générale, sans faille. Parce que s'il n'y a pas un alignement tête, cœur et tripe de la part de cette direction, ben, en fait, ce qui est exposé ne vaut pas. Donc, ça veut dire que c'est l'arbitre qui est en train de dire que les règles ne tiennent pas la route. Enfin, vous imaginez bien que personne ne va bien jouer le jeu si l'arbitre ne tient pas le cadre. Donc ça, c'est l'engagement. C'est-à-dire que si on joue là-dessus, il faut après les appliquer strictement. D'abord pour soi, en direction. Ok, merci. Pierre Alban nous demande, est-ce qu'il reste des rôles qui restent publics? Comment sont-ils gérés? Bah, il y a des rôles qui ne sont pas pris dans un système. C'est-à-dire qu'en fait, on gère dans un premier temps 80%. Et puis au fur et à mesure des décisions qu'on n'a pas su attribuer, on aura des réunions de gouvernance pour savoir, OK, ben, qui doit prendre ce domaine de décision-là. Donc en fait, ça se crée au fur et à mesure. C'est un système itératif qui se bonifie avec le temps. Donc il y a forcément au début des trous dans le système. Ok. Comment aider le DG à définir son espace et s'y tenir? Une question de Laurence. Peut-être déjà lui expliquer ce que ça fait quand il ne le tient pas. Qu'est-ce que ça vous fait? En quoi c'est gênant? Parce que tant qu'il n'a pas compris pourquoi c'était gênant, il ne risque pas de bouger lui. Et puis ensuite, s'il accepte, ben, de dire finalement, c'est l'exercice que je fais avec certains codir, en fait, où on invite le directeur général à exposer ce qu'il a envie de prendre, ce qu'il a envie de ne pas prendre, et puis il est challengé par son équipe. On se dit, mais pourquoi tu prends ça? Mais pourquoi tu veux assigner à partir de 50 000 balles? Tu ne peux pas nous laisser jusqu'à 500. C'est quoi le problème, quoi? Si c'est validé au budget, etc. Donc il y a vraiment une vraie négo. Qu'est-ce que tu penses maîtriser en gardant la signature de ça? Ou si tu gardes les notes de frais, est-ce que tu crois vraiment que c'est toi qui les surveilles? Enfin, je ne sais pas. Il faut vraiment le challenger sur le sens des décisions qui sont prises et, et en quoi ça peut d'abord le libérer euh, du temps pour lui et donc pour faire des choses plus intéressantes pour le devenir de la boîte. Et puis pourquoi c'est important pour vous. Et il y a des fois, ça se fait en plusieurs fois, quoi. Le problème, c'est que le niveau de maturité, enfin de compréhension, de maturité d'une organisation ne peut pas dépasser le niveau de conscience de son dirigeant. Donc, faut l'entraîner dans ce chemin-là. Et donc Séverine nous demande comment faire avec un DG qui ne délègue pas. Ben, je crois que c'est vrai que peut-être que tu devrais revenir vers le truc du DC Ryan en disant, ben, écoute, voilà ce que ça fait quand quelqu'un ne délègue pas. Ça frustre et ça nous démotive, ça nous désengage. Donc, est-ce que c'est le but? Quel est le but quand tu délègues pas? Qu'est-ce que tu as l'impression de faire en ne déléguant pas? Quelle est ton intention en fait? Et donc, si tu peux, sinon tu essaies de trouver quelqu'un qui le fait à ta place. Alors Tu l'envoies se faire coacher, je sais pas, tu fais un truc. Tu l'envoies chez Germe. Ah oui, belle idée. Un constat de Brigitte qui dit qu'une pratique de la délégation peut s'adapter également à nos différents collaborateurs. Excuse-moi, je n'ai pas. Alors, peut-être, et Brigitte, tu pourras allumer ton micro si je me trompe, mais est-ce qu'on peut
adapter sa pratique de la délégation, donc faire différents niveaux en fonction de ses collaborateurs, ses différents collaborateurs. Oui, j'en ai pas parlé ici, mais bien évidemment, il y a du management situationnel. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut déléguer que pour des personnes qui ont une connaissance, enfin, qui connaissent bien leur métier, qui connaissent l'environnement, qui sont en capacité de pouvoir recevoir une délégation. Si vous avez des jeunes qui ne connaissent pas le sujet ou des gens récemment entrés, vous êtes obligé euh, d'avoir un management beaucoup plus rapproché, donc avec une délégation plus courte. Mais ça, c'est ce qu'on va apprendre dans le management situationnel habituel, hein. Ça reste vrai, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une histoire de maturité et de savoir-faire des uns des autres. Pour autant, même quand le niveau de délégation est faible, qu'on manage en M1, eh bien, on va quand même essayer de voir qu'est-ce que tu peux prendre, qu'est-ce que je peux te laisser, pourquoi je t'en laisse pas plus, qu'est-ce que tu aurais envie. Enfin, je veux dire, ça se discute, quoi. Mm. Ok. Alors, les délégations se retrouvent-elles dans les fiches de poste? Euh, ouais, vous voyez bien que la fiche de poste, enfin, franchement, je préfère les rôles. Le rôle est d'abord parce qu'il se réfère à la raison d'être. Et donc, quelle est ma raison d'être à l'intérieur de cette raison d'être? Donc, je ne peux pas écrire dans une fiche de poste tout ce que je devrais faire. Qu'est-ce que je dois faire quand il y a le Covid qui débarque? Qu'est-ce que je dois faire quand le Brexit ferme les frontières du Royaume-Uni? Qu'est-ce que je dois faire? Des fois, il faut que je réagisse vite, quoi, et partout dans l'entreprise. Donc, en fait, ah ben, c'est pas sur ma fiche de poste. Non, c'était quoi mon boulot? Moi, c'était de pouvoir faire tout ce que je pouvais de façon à développer la raison d'être de la boîte. Je préfère orienter vers un rôle, un rôle avec cette idée de raison d'être, de redevabilité, de ce que je dois produire aux autres. Et donc, je trouve les fiches de poste trop restrictives, parce qu'elles vont être trop descriptives du faire et peut-être moins de l'intention. Merci. Alors, Jean-Luc partage, et je partage complètement, que l'équipe salariée Germe fonctionne depuis 2 ans en mode holacratie. Et donc, bien sûr, nous sommes à votre disposition pour des témoignages et si vous souhaitez voilà, nous questionner, nous interroger, en savoir plus sur ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait et ce que ça donne. On a également une question qui... Voilà. Alors, si on ne tombe pas d'accord sur la répartition des domaines réservés, que faire? Eh ben, on négocie, on s'explique pourquoi on ne tombe pas d'accord. Et puis, de toute façon, il va falloir trouver un accord où il y en a un qui n'est pas bien du tout dans la boîte, quoi. Donc, s'il n'a pas son espace, il finira par trouver une autre prairie. Donc, de toute façon, il va falloir se mettre d'accord à un moment, hein. Mm. Mais c'est bien. En fait, ce qui est sympa, et je l'ai vu récemment dans des grosses structures, c'est qu'en fait, c'est des discussions qui n'ont généralement pas eu lieu, quoi. Et donc, comme elles n'ont pas eu lieu, il y a des gros mésententes, il y a des malentendus incroyables. Et le fait d'aller discuter du pourquoi ça ne va pas, bah, ça peut faire prendre conscience de ce qui est possible. Et si vraiment j'ai un N+1 qui ne veut pas me donner de l'espace, bah, j'ai compris ce que je dois aller faire, hein. Il faut que j'aille jouer ailleurs parce que je ne pourrais pas être heureux là. Je ne vais Mm. pas trouver de sens à mon boulot, quoi. Alors, on rebondit sur quelque chose que tu nous as partagé tout à l'heure quand tu nous as cité les exemples des grosses entreprises là, qui ont fonctionné puis qui ont arrêté. On me demande pourquoi ça a bougé, pourquoi les systèmes de délégation sont tombés dans les exemples cités. Alors, je vais pas parler de tous, je veux parler de la boîte que je dirigeais, Imatec, 400 personnes. Le président a changé et nouveau président est venu me voir en disant, mais dis donc, Collignon, ce que vous faites en management là, c'est pour nous expliquer que nous, on fait mal, non? Il va falloir que vous arrêtiez, hein. Et donc, en fait, voilà. Donc, en fait, il y a un problème de compréhension et de croyance autour des hommes et des femmes qui constituent les équipes. Soit on a confiance dans l'homme et on pense que les gens peuvent faire des choses extraordinaires si on leur laisse leur capacité de faire, soit on pense qu'il faut les contrôler et plus on les contrôlera, mieux ça se passera. Si vous avez un dirigeant qui change comme ça, eh ben c'est le problème. Il y a un autre problème qui est arrivé chez Poult, société qui fait des biscuits en MDD et qui avait un système extrêmement intéressant, très collaboratif. Euh,
ils ont changé d'actionnaire et l'actionnaire a trouvé que il faisait 12% de BE sur un marché quand on faisait 2. Ils se sont dit, tiens, si on dégraisse, on va pouvoir faire 14%. Donc, les actionnaires néerlandais sont allés voir Mehdi Berada en disant, écoute, tu vas te séparer de 20% du personnel et comme ça va améliorer les résultats. Mehdi dit, non, c'est avec eux qu'on a fait un truc extraordinaire, on ne va pas se séparer d'eux. Donc, Mehdi est parti, ils ont cassé le système et ils sont revenus à des marges normales de la profession, entre 2 et 4%. Voilà, Merci donc en fait, Christophe. c'est un problème de maturité à un moment et d'alignement, quoi. Et en fait, c'est un moment, peut-être qu'on a perdu la raison d'être, parce que c'est une Mm. raison d'avoir qui est devenue plus forte que la raison d'être. Alors Romain me On demande, arrive à la fin, là, non? oui, on Tu m'as arrive dit à de la garder le fin. timing, mais Il reste quelques questions. Je ne sais oui. pas si tu Bah, peux déborder j'espère. de 5 minutes. Bien sûr, moi, il n'y a aucun souci. Quoi. Alors Romain me demande si tu as un livre à nous conseiller sur le sujet. Ouais, je vais vous envoyer quelques références. Super. Ouais, j'en ai 3 pages. Ok. Donc avec des vidéos, des machins, des tas de trucs rigolos, des BD même. Voilà, Alors Isabelle nous demandait également si tu avais déjà vu des fiches de poste, par exemple lors d'un recrutement, exprimées en rôle et redevabilité plutôt qu'en mission, mais tu y as partiellement répondu tout à l'heure, il me semble. Alors, alors non, j'en ai pas vu beaucoup. En fait, pourtant ça a tellement de sens, quoi. Donc, mais c'est une grosse transformation qui est en cours. En fait, on compte qu'il y a à peu près 8000 entreprises qui sont en train de transformer leur modèle en ce moment. Entre 8 et 10 000, donc d'après ce que recense à la fois Frédéric Lalouise à Gates et puis d'autres collègues qui travaillent avec moi sur ces transformations. Et donc, il y a certainement des choses qui existent dans des endroits, et certainement parmi vous qui êtes là en train de participer à ce webinaire, certainement qui font des choses déjà très avancées. Mm. Maud demande Bon. également si, comme on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle, est-ce que c'est le cas avec la délégation? Alors, chère Maude, est-ce que tu sais qui a dit ça? La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est une citation historique. Donc, c'est Lénine quand il a repris en main le parti bolchevique et qu'ils ont éliminé les mencheviks. Alors, elle te répond que c'est son ancien chef qui disait ça. Ah, voilà, je ne sais pas où est-ce qu'il prend ses références, mais... Euh, ouais, c'est triste. C'est un peu triste. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le contrôle a posteriori est très facile. Et ce qu'on n'a pas compris dans les boîtes, c'est que souvent, on fait du contrôle a priori. On veut contrôler les déplacements, les notes de frais, les machins, les bidules. Si tu les contrôlais une fois par an à la fin de l'année, ce serait pareil. Hein. Quelqu'un a triché, il a triché, et il s'en va. Hein. Ce qu'on avait fait dans notre boîte, on a dit, vous faites ce que vous voulez. La règle des notes de frais, c'est ça. Vous faites une moyenne sur ce que vous pouvez pour l'année, en fonction de ce qui vous arrive. Et donc, on contrôlera, la compta décidera si elle a envie de contrôler des gens. Ce sera son choix. Et si vous avez manifestement triché, vous serez débarqué. Voilà, c'est tout. Et donc, tout le monde a beaucoup mieux vécu ces histoires de notes de frais. Plus personne les signait. C'était la responsabilité de chacun. Et on a baissé de 15% les coûts des notes de frais. Et en même temps, il y a eu des tas de trucs rigolos, des gens qui faisaient du Airbnb, des gens qui faisaient du covoiturage, des gens qui faisaient d'autres choses, et puis de temps en temps qui prenaient un truc assez exceptionnel, ou qui prenaient pas d'hôtel, qui allaient en famille, mais qui invitaient la famille à dîner sur le... Enfin bon, ils se débrouillaient, ils vivaient, quoi. Et ça, c'est génial de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour que les choses soient correctes, mais qu'on ne soit pas en train de se surveiller entre adultes, quoi. Un truc qui ne va pas. Délègue-t-on autre Bon, bah, j'ai chose plein que le d'histoires, mais là, comment? ça va pas être, on va pas passer la soirée dessus. Alors, on a une nouvelle question. Délègue-t-on autre chose que le comment? De toute façon, quand tu fais la délégation de la raison d'être, tu délègues le pourquoi. Euh, quand tu fais dans ton rôle la raison d'être, c'est une expression de la raison d'être de l'entreprise et c'est obligatoirement du pourquoi. Pourquoi je suis là, à quoi sert mon rôle, pourquoi je suis commercial ou marketing à l'intérieur de cette boîte, à quoi je sers, quelle est ma raison d'être dans cette boîte, c'est forcément du pourquoi, pardon, sinon je ne peux pas trouver ma place. Mhm. Alors, Pourquoi j'existe dans cette raison d'être.
Un Et dernier si je trouve, ça me donne une puissance de folie, hein, parce que ça gonfle, hein, ça. Il faut que les choses sont claires. Waouh. On a une dernière remarque de Denis qui n'est pas une question. C'est la délégation de ses collaborateurs est aussi liée à sa stratégie de gestion des hommes et de leur potentiel. Oui, oui, Denis. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions. Elles ont été nombreuses. Il y a Marion qui partage aussi la BD sur l'holacratie qui s'appelle Une nouvelle technologie managériale. Et pour ceux qui Vous préfèrent m'entendez? lire de la BD plutôt que Bah, je la mettrai de toute des façon dans la livres. liste Ok, aussi, super. celle-là. Mais enfin, l'intérêt, une fois que vous faites bien les choses, il y a des résultats qui sont super, hein. D'abord, moi, j'avais à peu près 200 mails par jour qui venaient de l'interne. Une fois qu'on a vraiment bien mis les trucs en place, j'en avais plus que deux. Pour des gens qui me disaient on a pris ça en plus, ça s'est super bien passé. En gros, ça se passait comme ça. Il y a eu 15% d'innovation en plus. On a gagné des sous dans tous les trucs. Enfin, la boîte s'est développée d'un coup et elle a rayonné. On devenait attractif alors qu'avant, on ramait pour trouver du monde. Enfin, il s'est passé plein de choses extraordinaires parce que tout d'un coup, chacun s'est senti investi de ce qu'il pouvait faire et reconnu comme étant quelqu'un qui pouvait apporter à la collectivité, au bien commun. Et c'était. Voilà. Donc, je vous engage vraiment à retravailler là-dessus pour ceux qui le souhaitent parce que c'est un beau. Voilà. C'est un très beau chemin. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, ça remarche. J'ai pas pu jouer avec mon groupe tout à l'heure parce que je n'avais plus de micro. Mince. Ah, bon, bah écoute, je ne saurais jamais pourquoi. Désolée pour mon groupe, hein. Pas de souci, Stéphanie, c'est les aléas du direct, on va dire. Merci Voilà. Et puis, beaucoup. pour finir, ce que je vous propose, c'est juste de passer quelques instants pour vous en essayant de noter par rapport à ce qu'on a échangé très rapidement, parce que franchement, là, une heure, en plus sans se voir, c'est compliqué pour vous et pour moi. Euh, donc, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je pense de tout ça? Et qu'est-ce que j'ai envie d'essayer demain? N'hésitez pas à partager tout ça avec vos groupes germes lors de la prochaine journée atelier ou en introduction ou dans votre séquence La vie du groupe. Voilà, c'est l'idée aussi de partager, de toujours continuer de diffuser dans nos groupes et chez Germe et même à l'extérieur. Bien sûr, on vous enverra le compte-rendu, le support, les références, les réponses aux questions. Et puis, n'hésitez pas à vous rendre de temps en temps sur la page germe.com/agenda pour suivre d'autres webinaires, dont un sera animé d'ailleurs par une collègue de Christophe, de Sens Collectif, au mois de décembre sur le télétravail. Ouais, Karine, qui est une super manageuse et donc qui a vachement travaillé là-dessus depuis longtemps et donc qui peut donner des bonnes pratiques quand on est loin des yeux, comment être proche du cœur. Merci à tous. Donc, voilà, c'est un grand plaisir aussi de pouvoir partager avec vous, malgré nos éloignements. Donc, en fait, qu'est-ce que je serais content de vous revoir en vrai, hein. Franchement, les animations, toute une journée comme ça, on en a fait, mais bouf, c'est chouette, mais qu'est-ce que je préfère être avec vous. Au revoir tout le monde et puis à très bientôt Christophe.